Un médecin examinait ma fille malade de 8 ans lorsqu'elle murmura quelque chose qui le fit se figer. Il appela immédiatement la sécurité et dit de ne pas laisser sa mère partir. Mais avant de commencer, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Et nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Les portes automatiques de l'hôpital Lakeside Memorial s'ouvrirent avec un sifflement mécanique. Lévi Calder les franchit, portant sa fille Nancy de 8 ans, qui ne pesait presque rien dans ses bras malgré la couverture jaune enroulée autour d'elle. Sa respiration était superficielle et laborieuse contre sa poitrine. Lévi avait toujours été calme sous pression. 38 années en tant qu'ingénieur automobile lui avaient appris que la panique ne résolvait rien. Mais sa mâchoire était serrée maintenant et quelque chose de sombre bouillonnait sous son extérieur contrôlé. « Lévi, ralentisse !» La voix de Nadine vint de derrière, portant ce ton creux qu'il avait commencé à remarquer dernièrement. « Tu exagères ? Elle a probablement la grippe. » Il ne répondit pas, continuant simplement à marcher vers le bureau des urgences, ses bottes crissant sur le linoléum poli. « Excusez-moi, » dit Lévi à l'infirmière. « Ma fille a besoin d'un médecin immédiatement. Fièvre ? Vomissement. » À peine consciente, l'infirmière jeta un coup d'œil à Nancy et se leva. « Venez avec moi ? C'est ridicule. » La voix de Nadine coupa le moment. La mère de Nadine les suivait avec l'énergie de quelqu'un d'incommodé plutôt que d'inquiété. L'enfant va bien, elle est toujours dramatique. Lévi sentit Nancy tressaillir dans ses bras. Un petit mouvement, mais il le perçut. L'infirmière les conduisit dans une zone d'examen fermée par un rideau et désigna le lit. « Posez-la ici, j'appelle le docteur Rowan. » Lévi posa Nancy doucement, mais même cette petite séparation la fit gémir. Sa main agrippa sa manche, ses yeux bruns grands ouverts de peur. « Ça va aller, ma chérie ?» murmura-t-il. « Le docteur va t'aider. » Nadine soupira et s'effondra dans une chaise. Déjà en train de faire défiler son téléphone, ses cheveux blonds tombaient parfaitement sur une épaule. Elle avait pris le temps de les arranger avant de venir. Vera se tenait près du mur, l'air agacé. « Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat. » dit Nadine. « Elle allait bien cet après-midi. Elle n'allait pas bien, » dit Lévi calmement, avec une pointe dans la voix. « Elle m'a dit qu'elle était malade depuis hier. Elle a dit qu'elle exagérait. Eh bien, elle le fait. Elle a 8 ans avec une forte fièvre. Ce n'est pas de l'exagération. » Les rideaux s'ouvrirent et le docteur Rowan entra, un homme dans la cinquantaine avec des yeux stables et observateurs. Il se lava les mains méthodiquement avant d'approcher. « Je suis le docteur Rowan. Et tu dois être Nancy. » Il lui sourit doucement. « Je vais t'examiner. »« D'accord. Je te dirai tout avant de le faire. » Nancy hocha faiblement la tête. L'examen fut minutieux. Température, tension artérielle, rythme cardiaque. Le docteur Rowan posa des questions d'une voix douce sur l'endroit où ça faisait mal. Quand ça avait commencé, Nancy répondit en murmure, parfois si bas que Lévi dut se pencher. « Laisse-moi écouter ta respiration. »« Ma chérie, » dit le docteur Rowan, en réchauffant son stéthoscope. « Prends une grande inspiration. » Nancy inspira tremblante. Le docteur Rowan déplaça le stéthoscope sur sa poitrine, puis son dos. Il se pencha plus près pour écouter plus attentivement, positionnant son oreille près du visage de Nancy. C'est alors que Lévi vit les lèvres de sa fille bouger. Elle murmurait quelque chose au docteur, quelque chose de trop bas pour que quiconque d'autre l'entende. Le docteur Rowan se figea complètement. Le changement fut subtil mais indéniable. Ses épaules se tendirent quand il se redressa et regarda le visage de Nancy. Son expression s'était transformée de médecin inquiet en quelque chose de protecteur et en colère. « Nancy, » dit le docteur Rowan avec précaution, « j'ai besoin de faire quelques vérifications supplémentaires. Ton papa peut rester juste ici ?» Il se tourna vers l'infirmière, appelez les services sociaux. Maintenant, les mots tombèrent comme des pierres dans de l'eau calme. « Quoi ?» Le téléphone de Nadine claqua par terre. « Pourquoi auriez-vous besoin des services sociaux ?» Le docteur Rowan appuya sur le bouton d'appel. « J'ai besoin de la sécurité dans la salle d'examen C. Les 3. Personne ne sort tant que je n'ai pas donné l'autorisation. C'est insensé. » Nadine se leva d'un bond. « Vous ne pouvez pas nous retenir ici. J'en ai tout à fait le droit. Quand la sécurité d'un enfant est en jeu, » dit le docteur Rowan sèchement. « Asseyez-vous. » Madame Vera se leva aussi, le visage rougissant. « Vous n'avez pas le droit. Je vous suggère fortement à toutes les deux de vous asseoir et de rester silencieuses. » Le monde de Lévi bascula. Ses mains étaient engourdies. Il baissa les yeux vers Nancy, qui avait remonté la couverture jusqu'à son menton, les yeux grands ouverts et effrayés. « Papa !» La voix de Nancy était si petite. Il s'agenouilla près du lit, prenant sa main. « Ça va aller, Nancy. Tout va s'arranger.
Mais une certitude malade s'installa dans ses tripes. Il pensa à toutes les fois où Nadine l'avait appelé surprotecteur, toutes les fois où Nancy avait semblé plus triste, plus silencieuse, et où Nadine avait blâmé des phases. Comment Vera avait emménagé il y a 6 mois, soi-disant pour aider. Comment Nancy avait arrêté de sourire à peu près au même moment. Un agent de sécurité apparut. Dr. Rowan. Personne ne sort, surtout pas la mère ou la grand-mère. Le visage de Nadine pâlit, puis rougit de colère. C'est du harcèlement. Vous ne pouvez pas accuser les gens sur la base des mensonges qu'un enfant raconte. Je suis le protocole quand un enfant signale des maltraitances, dit le docteur Rowan calmement. Les services sociaux enquêteront. Le mot plana dans l'air. Maltraitance. La main de Lévy se resserra autour de celle de Nancy. Son esprit semblait avancer dans la boue, mais sous le choc, quelque chose de froid et calculateur commença à se former. « Ça va, papa ?» murmura Nancy. « Oui, ma chérie. Ça va ?» Mais ses yeux étaient devenus froids. Si ce qu'il suspectait était vrai, il y aurait des conséquences, pas impulsives, pas dramatiques, mais minutieuses, complètes et irréversibles. Lévy Calder était un homme qui planifiait, et quand il planifiait, il gagnait. Patricia Moreno, l'assistante sociale, arriva 20 minutes plus tard. Elle avait des yeux fatigués et portait un sac en bandoulière qui semblait lourd de cas difficiles. « M. Calder, j'ai besoin de parler à votre fille en privé. Il y a une salle d'entretien au bout du couloir. Vous pouvez regarder par la fenêtre ?» Tous les instincts hurlaient de refuser, mais Lévy hocha la tête. « Elle me verra. »« Oui, il y a des fenêtres d'observation. » Lévy regarda Nancy. « Je serai juste dehors où tu pourras me voir. Je ne pars pas, je te le promets. »« Promise ?» Les yeux de Nancy se remplirent de larmes. « Je le jure sur tout ce que je suis. » En passant devant Nadine et Vera, Nadine essaya de se lever. « Où l'emmenez-vous ?»« Procédure standard. »« Madame, dit Patricia calmement, veuillez rester ici. » La salle d'entretien était peinte en bleu doux avec des chaises confortables et des fournitures artistiques. Patricia positionna Lévy dehors où Nancy pouvait le voir clairement à travers la vitre. « Juste ici, dit Patricia, elle vous verra tout le temps. » Lévy pressa sa main contre la vitre, Nancy pressa la sienne de l'autre côté, puis Patricia la guida vers une chaise. Debout dans ce couloir, Lévy sentit un étrange détachement s'installer sur lui. Son cerveau d'ingénieur s'activa, cataloguant les informations, construisant une compréhension à partir de fragments, la réticence de Nancy à rentrer de l'école, la façon dont elle tressaillait quand Vera haussait la voix, comment elle avait arrêté de demander à des amis de venir, les marques sur ses mains qu'il avait attribuées à des jeux dehors, ses cauchemars, toutes les pièces du puzzle qu'il avait ignorées parce que accepter l'alternative signifiait admettre qu'il avait échoué. À travers la vitre, il regarda Nancy parler, ses lèvres bougeaient lentement, hésitantes. Patricia nota des choses, posa des questions douces, le petit corps de Nancy se recroquevilla sur lui-même, les mains de Lévy se serrèrent en poing, sa respiration resta stable, mais sa mâchoire lui faisait mal à force de la serrer. Après 30 minutes, Patricia ouvrit la porte. Nancy courut immédiatement vers Lévy. En roulant ses bras autour de sa taille, il s'agenouilla et la serra. « Ça va ?» murmura-t-il. « Je te tiens ?» Patricia sortit dans le couloir, son masque professionnel glissant pour montrer une véritable colère en dessous. « M. Calder, quand avez-vous été à la maison pendant la journée pour la dernière fois ? Je travaille de 7h à 17h à l'usine automobile. Ma femme travaille à temps partiel. Ma belle-mère Vera garde Nancy après l'école. » Les lèvres de Patricia se pincèrent. « M. Calder, votre fille a révélé une négligence sévère et des maltraitances émotionnelles, des tâches ménagères étendues inappropriées pour son âge. Être privé de nourriture comme punition, des insultes verbales et être frappé physiquement quand elle ne complétait pas les tâches. » Les mots tombèrent en place, comme les pièces finales d'une machine qu'il avait inconsciemment assemblée. Nancy dit qu'elle n'avait pas le droit de vous le dire. Continua Patricia. Sa grand-mère a menacé de vous faire l'envoyer ailleurs si elle causait des problèmes. La vision de Lévy se rétrécit, sa respiration ralentit. Où sont-elles maintenant ? Toujours avec la sécurité. Elles y resteront jusqu'à ce que nous complétions notre enquête. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ordonnance de protection d'urgence. Nancy ne peut pas rentrer à la maison si sa femme ou sa belle-mère y ont accès. Nous contacterons aussi les forces de l'ordre. Il y aura probablement des accusations criminelles. Bien, dit Lévy platement. Patricia étudia son visage. Aviez-vous connaissance de ces maltraitances ? Non. Si j'avais su, ça aurait arrêté immédiatement. Je vous crois. Nancy dit que vous êtes gentil avec elle, qu'elle se sent en sécurité quand vous êtes à la maison.
C'est pourquoi nous envisageons de laisser Nancy rester sous votre garde si vous pouvez la protéger des abuseurs. Elles ne la verront plus jamais, dit Lévy avec une certitude qui fit hausser les sourcils de Patricia. Je veux la garde complète, des ordonnances de restriction. Toutes les protections légales existantes, cela nécessite le tribunal de la famille. Alors j'irai au tribunal de la famille, je ferai ce qu'il faut. Patricia hocha la tête. J'aurai besoin d'inspecter votre maison ce soir. Nous documenterons les conditions. Quand voulez-vous y aller? Dès que Nancy est des médicalement autorisés, après que Patricia fut partie, Lévy revint vers Nancy. Elle leva les yeux anxieusement. Suis-je en difficulté? Non, ma chérie. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en le disant au docteur, mais grand-mère a dit que grand-mère avait tort sur tout. Il serra sa main doucement. Nancy, ce qui s'est passé n'était pas ta faute? Les adultes qui étaient censés prendre soin de toi ont échoué. J'ai échoué? Tu n'as pas échoué? Si, j'aurais dû le voir. Mais je vais arranger ça maintenant. Tu ne retourneras jamais dans cette maison avec elle. Ce sera juste toi et moi. Vraiment, ce qu'il faudra... Le docteur Rowan revint avec les plans de traitement. Nancy a une infection respiratoire et est déshydratée. Nous lui donnerons des fluides par IV. Puis elle pourra partir. Pendant que le docteur travaillait, Lévy sortit son téléphone. Le premier appel alla à son superviseur. « Tom, j'ai besoin d'un congé d'urgence. Situation familiale. » Le deuxième appel alla à sa mère. « Maman, j'ai besoin d'un avocat en droit de la famille. Le meilleur que tu connaisses? Lévy. Qu'est-ce qui ne va pas? Nadine et Vera ont fait du mal à Nancy. J'ai besoin d'un avocat ce soir. Sa mère, une secrétaire juridique à la retraite, ne perdit pas de temps. Jennifer Paulson à Pine Hollow. Je t'enverrai son numéro par texto. Elle est dure et ne perd pas. Le troisième appel alla au service de Jennifer Paulson. Elle rappela dans les 10 minutes. M. Calder. Margaret est une amie. Dites-moi ce qui se passe. Lévy lui donna la version condensée. Ne dites rien d'autre à quiconque sans ma présence. Instruisit Jennifer. Je viens à l'hôpital maintenant. Ne les laissez pas sortir Nancy tant que je n'arrive pas à... Compris? Une chose de plus. Avez-vous un endroit sûr ce soir qui n'est pas votre maison? Ma mère arrive. Nous pouvons prendre un hôtel? Bien. Documentez tout. Et M. Calder. Si vous voulez la garde complète, nous nous battons pour ça tout de suite. C'est exactement ce que je veux. Jennifer arriva 20 minutes plus tard, examina la situation avec Patricia et le docteur Rowan, puis tira Lévy à part. Nous déposons pour la garde d'urgence demain, présentons toutes les preuves et obtenons des ordonnances temporaires. Êtes-vous prêts pour que ça devienne moche? Laissez ça devenir moche, dit Lévy calmement. Je me soucie de la sécurité de Nancy. Tout le reste est du bruit. L'inspection de la maison eut lieu à minuit. 2 officiers, Patricia et Jennifer, accompagnèrent de Lévy à sa maison de Pine Hollow pendant que Nancy attendait à l'hôpital. La route à travers les rues calmes semblait surréaliste. « Elles auront appelé quelqu'un maintenant ?» dit Jennifer. « Elles vous peindront comme négligent, absent. Peut-être complice? Soyez prêts ?» La maison semblait normale de l'extérieur. Modeste à 2 étages, bleue avec des bordures blanches, cour soignée. Les mensonges pouvaient se cacher derrière n'importe quelle porte. Lévy déverrouilla l'entrée principale. Les officiers commencèrent à photographier immédiatement. « Où est la chambre de Nancy ?» demanda Patricia. « À l'étage, 2e porte à gauche. » Mais quand ils ouvrirent cette porte, l'estomac de Lévy se noua. À l'endroit où le lit de Nancy aurait dû être, il n'y avait qu'un matelas fin sur le sol, pas de cadre, des draps tachés. Ses jouets avaient disparu sauf un lapin usé. Où sont ses affaires? Il se tourna vers la chambre principale de l'autre côté du couloir et poussa la porte. La chambre principale était impeccable, lit queen avec une couette chère qu'il ne reconnaissait pas. 2 commodes, télévision, les bijoux de Nadine. Les lunettes de lecture de Vera éparpillées sur les surfaces, aucun signe que Lévy y ait jamais dormi. « M. Calder, quand êtes-vous entré dans ces chambres pour la dernière fois ?» demanda Patricia doucement. « J'ai fait des heures supplémentaires. Je dors parfois sur le canapé. » Il regarda de nouveau la chambre vide de Nancy. Je pensais que tout le monde dormait correctement. Elles l'ont déplacé après que j'ai commencé à travailler tard. L'officier Martinez photographia tout. Les affaires de Nancy étaient empilées dans la chambre d'amis comme des articles de vide-grenier. Dans la cuisine, Patricia trouva des gants de nettoyage rose, taille enfant, à côté de produits chimiques agressifs. Dans la buanderie, un tableau blanc listait les corvées, toutes avec le nom de Nancy, corvée de Nancy lundi, vaisselle balayée cuisine, nettoyer salle de bain mardi, aspirer salon, plier linge, laver cuisine, chaque jour,
Des heures de travail pour une enfant de 8 ans. Sous le tableau blanc, Patricia trouva des cuillères en bois, une craquelée, une règle. Et un fin bâton, outil de punition, dit-elle calmement. Jennifer commença à enregistrer une vidéo. C'est une maltraitance systématique avec punition planifiée. Ils trouvèrent un verrou sur le réfrigérateur, des produits chimiques agressifs à hauteur d'enfant. La voisine, Julia Matheson, témoigna qu'elle avait vu Nancy sortir les poubelles seule à l'aube pendant que les adultes riaient à l'intérieur. Elle avait entendu des cris, entendu Vera appeler Nancy par des noms. L'une avait vu Nancy enfermée dehors, sous la pluie. La découverte finale fut dans la poubelle extérieure, un papier froissé de l'écriture de Vera, règle de punition. Si corvée pas faite, pas de dîner s'y répond. Coin pour 1 heure s'y pleure. Chambre, avec porte verrouillée s'y dit mensonge sur famille. Cuillère en bois, c'est une preuve écrite de préméditation, dit Jennifer. Lévy fixa la liste, sentant la glace se répandre dans ses veines. Je veux des copies de tout. Chaque photographie, chaque déclaration, chaque pièce de preuve. M. Calder. Je vais les détruire, continua Lévy calmement, pas avec violence. Légalement, systématiquement, complètement, elles n'auront plus rien quand j'aurai fini. Jennifer l'étudia, c'est la bonne approche. L'action légale calculée est comment nous gagnons, alors dites-moi ce que je dois faire. Audience de garde d'urgence demain, nous présentons les preuves et obtenons des ordonnances temporaires, puis nous construisons vers la garde permanente. À 3 heures du matin, la mère de Lévy, Margaret, arriva à l'hôpital, 62 ans, cheveux argentés, rayonnant une force pratique. Elle serra Lévy et Nancy dans une étreinte féroce. « Mes bébés » murmura-t-elle, puis regarda Nancy. « Grand-mère est là maintenant. Tout va s'arranger. » Ils roulèrent vers un hôtel que Margaret avait réservé. Nancy s'endormit immédiatement sur la banquette arrière, épuisée, dans le rétroviseur. Lévy la regarda respirer paisiblement. « J'aurais dû savoir, » dit-il calmement. « Tu ne savais pas, » répondit Margaret fermement. « Te flageller ne aide pas Nancy. Ce qui aide, c'est ce que tu fais maintenant. » À l'hôtel, Jennifer examina la préparation du témoignage pendant que Margaret faisait du café. « Le juge voudra savoir sur votre relation avec Nancy, votre horaire de travail, votre connaissance des maltraitances et votre plan pour sa sécurité. Que dira Nadine? Que Nancy ment? Que tu manipules la situation? Tu ne réponds pas émotionnellement, tu présentes des faits, laisse la documentation parler d'elle-même. » Ils passèrent 1 heure à tout examiner avant que Jennifer parte. « Dormez un peu, je reviens à 9 heures. » Lévy vérifia Nancy une dernière fois avant de s'effondrer sur l'autre lit. Le sommeil vint par à-coups, plein de cauchemars. Nancy l'appelant à travers des pièces qu'il ne pouvait trouver, des gants roses flottant dans des mers chimiques. Des listes de punitions couvrant les murs. Margaret le réveilla à 8h30. Nancy mangeait déjà des pancakes à la table, l'air incertain quand il entra. « Salut, ma chérie. Comment as-tu dormi? Bien. Grand-mère dit qu'on doit aller au tribunal. Oui. Le juge doit décider où tu vivras pendant que ça se règle. Puis-je rester avec toi? C'est le plan. » Jennifer arriva à 9 heures précises. Prêt? Le palais de justice semblait froid malgré le soleil matinal. Ils rencontrèrent Patricia dans le couloir, qui les briefa sur la position de l'État. Garde complète au père, visite supervisée pour la mère, aucun contact avec la grand-mère. Nadine a engagé Robert Vance, dit Patricia, il est agressif. Attendez-vous à ce qu'il attaque tout. La salle d'audience était plus petite que prévu, plus salle de conférence que grande chambre. Le juge Richard Harrison présidait, début 60 ans. Cheveux grisonnants, expression lacée, Nadine était assise à la table opposée avec Vance, les yeux rougis de larmes calculées. Vera n'était pas présente. C'est une audience de garde d'urgence. Commença le juge Harrison. J'ai examiné les rapports initiaux. C'est sérieux et nécessite une résolution immédiate. Il regarda Nancy. Jeune demoiselle, je pourrais avoir besoin de te parler en privé. Est-ce d'accord? Nancy hocha la tête. Commençons. M. Calder. À la barre, Lévy se leva, projetant la calme compétence qu'il utilisait pour présenter des solutions d'ingénierie. Il fut assermenté. Jennifer le guida à travers les événements, la maladie de Nancy, la visite à l'hôpital, l'inquiétude du docteur Rowan, l'inspection de la maison. Lévy garda un ton stable, factuel, dépourvu de la rage sous-jacente. « Étiez-vous au courant des conditions documentées dans le rapport ?» demanda Jennifer. « Non. Quand en avez-vous pris connaissance ?»« Hier soir, pendant l'inspection de la maison, Vance se leva pour le contre-interrogatoire. Vous prétendez l'ignorance? Pourtant vous vivez dans la maison. Comment est-ce possible? Je travaille de longues heures,
Quand je rentrais, Nancy était généralement au lit, j'avais confiance en ma femme et ma belle-mère, donc vous admettez que vous étiez négligent? Jennifer objecta, suppose des faits non en preuve, soutenus, dit le juge Harrison, reformulé, Vance essaya plusieurs angles, insinuant que Lévy évitait la maison, avait échoué à protéger Nancy, l'entraînait, mais Lévy tint bon, répondant calmement et directement. Patricia témoigna ensuite, présentant les preuves, des photographies apparurent à l'écran, Matelasno, gantaille enfant. Liste de punitions, tableau de corvée. L'expression du juge Harrison s'assombrit, Nadine prit la barre avec des larmes, votre honneur. J'aime ma fille. C'est un malentendu? Ma mère aidait avec la discipline parce que Nancy était difficile. Difficile comment? Interrompit le juge Harrison, défiante. Peu disposée à faire des corvées de base, Madame Calder. Je regarde un tableau de corvée avec des tâches qui prendraient des heures. Pour une enfant de 8 ans, comment justifiez-vous cela? Nadine bafouilla. Nous enseignons la responsabilité avec des nettoyants chimiques nécessitant des gants de protection, avec des listes de punitions incluant la privation de nourriture. Ma mère, ses termes et ses méthodes. Mais vous les avez permises? Les larmes de Nadine semblaient paniquer maintenant. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave. Vous êtes une adulte? Vous êtes la mère de cet enfant? Vous aviez une responsabilité et vous avez échoué. Le tuteur ad litem témoigna ensuite. Nancy est articulée et cohérente. Elle a peur de sa grand-mère, hésitante envers sa mère, mais fait confiance à son père. Ses meilleurs intérêts sont servis en restant sous sa garde. Le juge Harrison examina ses notes, puis leva les yeux. Je fais les ordonnances temporaires suivantes. Garde temporaire complète à Lévy Calder. Nadine Calder a des visites supervisées seulement 2 fois par semaine. Vera Mackenzie n'a aucun contact. Audience de garde complète programmée dans 60 jours. Le marteau frappa, le visage de Nancy s'illumina d'espoir. Est-ce que ça a marché? Tu peux rester avec moi? Confirma Lévy. S'agenouillant, le juge a dit oui. Nancy jeta ses bras autour de son cou, pleurant de soulagement. Dehors! Nadine essaya d'approcher, mais la sécurité intervint. Levi, s'il te plaît. Toute communication passe par les avocats, dit Jennifer fermement. C'est ma fille. C'est une enfant que tu as échoué à protéger, dit Lévy froidement, et je passerai chaque jour à m'assurer qu'elle ne vive plus jamais ça. Les semaines suivantes tombèrent dans un nouveau rythme. Ils emménagèrent dans un petit logement près du lac Bluefern. Après 3 jours, 2 chambres, une salle de bain, modeste mais propre et sûre. La nouvelle chambre de Nancy fut peinte en lavande à sa demande. Ils achetèrent des meubles d'occasion, un lit approprié, un bureau, des étagères, de nouveaux vêtements, des guirlandes lumineuses autour de sa fenêtre parce qu'elle la faisait se sentir en sécurité. Chaque soir, Lévy aidait avec les devoirs. Chaque nuit, il lisait des histoires au coucher. Même si elle devenait trop grande, elle ne se plaignait jamais, mais sous la normalité domestique, Lévy construisait son dossier avec une précision militaire. Il tenait des journaux détaillés de l'adaptation de Nancy, les cauchemars diminuant, les sessions de thérapie avec le docteur Elena Schun, l'appétit revenant lentement, moins de tressaillements au bruit soudain. Il photographia le logement, collecta des devoirs scolaires montrant Nancy s'épanouissant, obtint des lettres de recommandation de son employeur, des voisins, de l'enseignante de Nancy. Les visites supervisées avec Nadine commencèrent en semaine 3 dans un centre de services familiaux. Lévy regarda à travers la vitre d'observation pendant que Nancy entrait où Nadine attendait. Les épaules de Nancy se voûtèrent immédiatement, ses pas ralentirent, ses bras enveloppés protectivement. Nadine essaya de la serrer. Nancy resta raide, sans réponse. « Salut, bébé, tu m'as manqué? Salut. »« Maman ?» répondit Nancy calmement. Elles s'assirent à une table. Nadine sortit des livres à colorier. « Je pensais qu'on pourrait colorier ensemble, comme avant. »« On n'a jamais colorié ensemble, » dit Nancy doucement. « Bien sûr que si. » Nancy prit juste un crayon et coloria silencieusement. La superviseuse nota. Nadine essaya plusieurs angles de conversation. Nancy répondit par monosyllabes, ne rencontrant jamais les yeux de sa mère. Après 30 minutes, la façade de Nadine craqua. « Nancy, chérie, tu sais que je t'aime. »« Hein ?» Ce qui s'est passé, c'était grand-mère. Pas moi. Si j'avais su... Tu ne savais pas, interrompit Nancy. Tu étais là? Tu as vu? Je n'ai pas... Tu as dit à grand-mère que je mentais quand je disais que j'étais fatiguée. Tu as vu les punitions et ne les as jamais arrêtées. Nancy se ferma complètement après ça. Quand Lévy la récupéra, elle marcha droit vers lui sans regarder en arrière. Dans la voiture, elle fut silencieuse pendant des blocs. Dois-je continuer à la voir?
Pour l'instant, oui. Le juge l'a ordonné, elle agit comme si rien ne s'était passé, comme si en prétendant « j'oublierai, mais je ne peux pas oublier ». Papa, tu n'as pas à oublier ou à prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. Bien, parce que je ne pense pas l'aimer encore. Est-ce mal? La question frappa fort. Non, chérie, tu n'as pas à aimer quelqu'un juste parce qu'il est de la famille. L'amour se gagne par la façon dont les gens te traitent. Le détective Morrison, du PD de Pine Hollow, appela Levy pour plusieurs entretiens, construisant le dossier criminel. Ces cas sont durs à poursuivre, avertit Morrison, mais il y a autre chose. Le cas de Vera au Montana. Il y a 15 ans, elle a été enquêtée pour des maltraitances similaires sur son petit-fils, le neveu de Nadine. Le garçon a été retiré de sa garde. Nadine ne l'a jamais mentionné parce qu'elle savait ce que sa mère avait fait. Nous essayons de le retrouver pour témoigner d'un pattern. Morrison montra une photographie, un garçon de 10 ans avec des bleus et des coupures, Tyler Mackenzie quand retiré de la garde de Vera, blessure d'être frappé avec des ustensiles de cuisine pour avoir échoué au corvée. Ça vous dit quelque chose? Levy fixa, une autre pièce cliqua, Nadine savait, son propre neveu, et elle a quand même donné accès à Vera, à votre fille. Les visites supervisées se détériorèrent. Pendant la 4e session, Nadine explosa enfin. « Nancy, j'essaie ici. Ne peux-tu au moins essayer ?»« Essayer quoi ?» interrompit Nancy, voix plus forte. « Essayer d'oublier, essayer de pardonner. Je suis ta mère. Tu n'as pas agi comme ma mère. Les mères protègent leurs enfants. Je n'ai pas laissé... Tu étais là? T'as vu? Tu m'as dit d'arrêter de me plaindre ?» La voix de Nancy se brisa. « Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé d'avoir été prise ?» Nancy Rose l'appela. « Ça suffit ?» La superviseuse se leva. « Madame Calder, vous devez baisser la voix. Cette visite est terminée. Vous devenez agressive ?» Levy entrait déjà, allant droit vers Nancy. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, tremblante. « Ça, c'était super » murmura-t-il. « Tu as dit la vérité ? Ça a pris du courage. » Par-dessus la tête de Nancy, il regarda Nadine froidement. Elle pleurait, mais il ne ressentit rien. « Je rapporte ça au tribunal » dit la superviseuse. Jennifer appela le lendemain matin. « Le rapport de la superviseuse est accablant. Nous avons des motifs pour suspendre les visites jusqu'à l'audience complète de garde. »« Faites-le » dit Levy immédiatement. La motion fut accordée. Le juge Harrison suspendit tout contact entre Nadine et Nancy en attendant l'audience complète. Quand Levy le dit à Nancy, le soulagement sur son visage fut palpable. « Vraiment ? Pas du tout ? Pas jusqu'à la grande audience ? Puis-je dire au juge que je ne veux pas la voir ? Tu peux lui dire ce que tu veux ?» Les semaines passèrent. Nancy se transforma lentement, les cauchemars diminuèrent, l'appétit revint. Elle recommença à rire. Les rapports du Dr Chun documentaient les progrès. Nancy montre une amélioration significative dans tous les marqueurs de traumatisme. Cependant, la mention de sa mère déclenche encore un stress aigu. Nancy déclare clairement qu'elle se sent en danger autour des deux femmes. Ces rapports rejoignirent le dossier croissant de preuves de Levy, maintenant de plusieurs centimètres d'épaisseur. L'audience préliminaire criminelle eut lieu 2 semaines avant le procès de garde. Vera fut menée dans la salle d'audience, en menottes, bail refusé. Le procureur présenta efficacement le témoignage vidéo de Nancy, les preuves physiques, les dossiers médicaux, les déclarations des voisins et une révélation du Montana sur le cas de Tyler et sa volonté de témoigner. Le juge Walsh lia Vera pour le procès. 4 chefs d'accusation de maltraitance infantile, 2 chefs de mise en danger. Procès dans 8 semaines. Bail refusé. Bella explosa. C'est de la folie. Cette enfant est une menteuse. Madame Mackenzie, restée silencieuse, pressa son avocat. Je ne le ferai pas. J'ai élevé cette fille pour avoir de la discipline. Son père n'était jamais là. Ça suffit. Le marteau du juge Walsh claqua. Vous êtes hors d'ordre. Vous croyez les mensonges d'un enfant ? Elle était paresseuse, désobéissante. Le marteau claqua de nouveau. Huissier, retirez Madame Mackenzie. Nous en avons fini ici. Vera fut traînée, criant encore. L'audience de Nadine le lendemain fut plus calme. Elle plaida coupable à négligence infantile en échange de probation et counseling. C'est un bon accord pour elle, expliqua Jennifer. Mais ce plaidoyer de culpabilité est crucial. Elle admet qu'elle a échoué à protéger Nancy. L'audience complète de garde était dans 5 jours. Levy prépara Nancy avec sa thérapeute, jouant des rôles pour rendre le témoignage moins effrayant. Il examina son propre témoignage avec Jennifer à plusieurs reprises. Il écrivit aussi une lettre à Nadine qu'il n'envoya jamais, clarifiant ses pensées, solidifiant sa résolution. Après l'avoir lu une fois,
Il la déchira et la jeta. Il n'en avait plus besoin. Ces mots appartenaient à quelqu'un encore en train de traiter le traumatisme. Cette personne avait fait ce qui devait être fait. Maintenant, il était temps d'avancer. L'audience complète de garde commença par un froid matin de novembre. Nancy portait une nouvelle robe bleue, cheveux en queue de cheval simple. Elle semblait petite et courageuse, faisant se serrer la gorge de Lévi. Le juge Harrison prit son siège. Les débats commencèrent. Jennifer présenta leur cas méthodiquement. Chronologie, preuve, évaluation psychologique, rapport de visite, plaidoyer de culpabilité de Nadine. Votre honneur, il s'agit de la sécurité d'un enfant. Nancy a clairement exprimé sa peur de sa mère et sa terreur de sa grand-mère. Elle s'épanouit sous les soins de son père. Plus critique, sa mère a plaidé coupable à négligence infantile. Le témoignage de Nancy vint ensuite. Le juge la fit s'asseoir à côté de son banc plutôt qu'à la barre. « Nancy », dit le juge Harrison doucement, « j'ai besoin de te demander sur la vie avec ta maman et ta grand-mère. Est-ce d'accord ?»« Oui, monsieur. » »« Comment te traitait-elle » La voix de Nancy commença calmement mais devint plus forte. Elle décrivit les corvées, les punitions, la faim, la peur, essayer de le dire à son papa mais avoir peur, finalement dire au docteur Rowan parce qu'elle était trop malade et effrayée pour rester silencieuse. « Nancy, veux-tu voir ta mère ?»« Non. »« Monsieur, pourquoi ?» Parce qu'elle savait ce qui se passait et ne l'a pas arrêté. Elle m'a fait continuer les corvées quand j'étais fatigué. Elle a dit à grand-mère que c'était ok quand grand-mère me frappait. Les mains de Nancy se tordirent. Elle dit qu'elle est désolée maintenant, mais je ne la crois pas. Je pense qu'elle est juste désolée d'être en difficulté. Et ton père ? Le visage de Nancy changea complètement. Tension relâchée. Un petit sourire apparaissant. En sécurité. Papa demande comment je me sens. Il aide avec les devoirs. Il fait des pancakes et me laisse choisir ce qu'on regarde. Il ne se fâche pas si je suis fatigué ou fais des erreurs. Elle regarda Lévi. Il m'aime d'une façon qui semble réelle. Vance essaya le contre-interrogatoire, suggérant que Nancy était coachée ou trop jeune pour comprendre. Mais Nancy tint bon, cohérente et crédible. Quand fini, elle courut vers Lévi. Il la serra pendant qu'elle tremblait de soulagement. Nadine témoigna ensuite, parlant de compléter des cours de parentalité, comprendre ses échecs, vouloir reconstruire leur relation. « Madame Calder, » interrompit le juge Harrison, « vous avez plaidé coupable à négligence infantile. Acceptez-vous la pleine responsabilité ?» Nadine hésita. « Oui, votre honneur. » Il y a sans qualification. « Acceptez-vous la responsabilité ?» Je oui, mais je veux la chance de... La question était si vous acceptez la responsabilité. « Merci. » Le témoignage continua jusqu'au midi. Le docteur Chun témoigna sur le traumatisme et les progrès de Nancy. Patricia témoigna sur l'inspection de la maison. Tyler Mackenzie témoigna par vidéo sur ses propres expériences avec Veraya, preuve puissante d'un pattern. À l'heure du déjeuner, les deux côtés avaient présenté. Le juge Harrison appela une pause, indiquant qu'il rendrait sa décision après le déjeuner. Ils mangèrent des sandwichs dans un café proche. Bien que personne n'ait d'appétit, Nancy était calme, repliée. « Combien de temps encore ?» demanda-t-elle. « Le juge nous le dira cet après-midi. »« Puis c'est fini. Et s'il me fait retourner chez maman ?»« Il ne le fera pas, » dit Lévi avec une confiance qu'il croyait presque. « Les preuves sont trop claires. Mais et si... » Lévi s'agenouilla, prenant ses mains. « Alors j'appelle... Je me bats dans des tribunaux supérieurs. Je fais ce qu'il faut. Je n'abandonne pas. Nancy, jamais. » Elle hocha la tête, larmes coulant. « Je veux juste rester avec toi. »« Papa, je sais, ma chérie. » Ils retournèrent à 14 heures. Le juge Harrison semblait fatigué en examinant son épais dossier. « J'ai présidé le tribunal de la famille pendant 22 ans. » commença-t-il. « C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai rencontrés. » Il regarda Nadine. « Madame Calder, vous avez plaidé coupable à négligence infantile. Votre témoignage incluait des tentatives de minimiser la responsabilité. Les rapports de visite montrent de la frustration quand Nancy ne répond pas comme vous voulez. Plus révélateur, votre fille exprime clairement sa peur de vous et son désir de vous éviter. » Le visage de Nadine se froissa. Les droits d'un parent existent pour servir les meilleurs intérêts de l'enfant. Quand un parent échoue à son devoir, et vous avez échoué, ces droits peuvent être restreints. Il se tourna vers Lévi. « M. Calder, vous avez aussi manqué des signes d'alerte. Mais une fois compris, vous avez agi immédiatement et de manière décisive. Vous avez démontré la capacité de prioriser les besoins de votre fille. Vous avez créé de la stabilité. Plus important, Nancy se sent en sécurité avec vous. » Le juge Harrison prit une inspiration. « Par conséquent,
La garde complète de Nancy Calder est accordée à Lévi Calder. Les droits de Nadine Calder sont suspendus en attendant 2 ans de thérapie, cours de parentalité et changement démontré. Après cette période, elle peut pétitionner pour des visites supervisées si les 2 thérapeutes le recommandent dès que Nancy consent. Vera Mackenzie n'a aucun contact avec Nancy Calder. M. Calder a toute autorité décisionnelle. Il peut relocaliser sans restriction. Le mariage entre Lévi et Nadine Calder est dissous. Le marteau frappa, ce cas est clos. Silence sauf les sanglots de Nadine. Puis Nancy se tourna vers Lévi, yeux grands de incrédulité. « Est-ce que ça veut dire ? » ?»« C'est fini » confirma Lévi, voix épaisse d'émotion. « Tu restes avec moi ? Permanément ?» Nancy jeta ses bras autour de lui. Cette fois, Lévi laissa ses propres larmes couler, soulagement si profond qu'il semblait un poids se levant de sa poitrine. Jennifer rangea calmement sa mallette, satisfaite. Margaret essuya ses yeux, évinceda Nadine à partir, ses rêves brisés. 6 mois plus tard, par un chaud après-midi de printemps, Lévi s'assit sur le ponton derrière leur location au lac Bluefern. Nancy était à 6 mètres, jetant une balle de tennis pour Ranger, leur nouveau Golden Retriever du refuge. Le rire de Nancy porta sur l'eau pendant que Ranger bondissait après la balle, éclaboussant dans les bas-fonds avec plus d'enthousiasme que de grâce. Elle avait grandi ces derniers mois, visage plus plein, corps plus fort. L'enfant aux yeux creux et effrayés avait été remplacé par une fille qui connaissait la sécurité. Elle avait encore des cauchemars occasionnels, tressaillait parfois aux voix haussées, mais la fréquence diminuait chaque semaine. Et le Dr Chun était confiante que Nancy récupérerait pleinement. Le téléphone de Lévi vibra. Message de Jennifer. Le procès de Vera conclu. Coupable tout chef, condamné à 8 ans. Pensais que tu voudrais savoir. Il fixa le message, attendant de ressentir quelque chose. Au lieu, juste une fermeture distante. Vera était irrelevante maintenant, tout comme Nadine. Problème résolu, menace neutralisée. Papa, appela Nancy. Ranger a enterré sa balle. Viens aider. Lévi posa son téléphone et marcha vers eux. Il s'agenouilla à côté, aidant à creuser la terre molle, écoutant le commentaire de Nancy sur les pauvres capacités de Ranger à cacher, malgré des instincts si brillants de récupération, c'était ce qui comptait. Pas la vengeance, pas la justice pour elle-même, juste ça, un endroit sûr, nouveau début, une fille qui pouvait rire sans peur. Plus tard ce soir, après que Nancy fut allée au lit avec Ranger, roulé à ses pieds, Lévi s'assit à la table de cuisine. Il pensa au parcours de cette nuit à l'hôpital où son monde s'était brisé, à travers les enquêtes et audiences et batailles stratégiques, à ce moment calme de bonheur ordinaire. Il avait dit une fois à Nancy que la gentillesse sans force invite la cruauté. Il le croyait encore, mais il avait appris autre chose. La force sans compassion est juste une autre forme de cruauté. L'équilibre comptait. Être assez fort pour protéger ce qui importait, assez doux pour le nourrir une fois en sécurité. Le lendemain matin, Nancy le trouva en train de faire des pancakes. Elle grimpa sur le tabouret de comptoir, encore en pyjama, cheveux en désordre de sommeil. « Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Bien. J'ai rêvé que Ranger apprenait à nager. Ouais, comment s'en est-il sorti? Mal, mais il était très content de ça. Lévi rit et retourna un pancake. Ça semble juste... Ils mangèrent le petit déjeuner dans un silence confortable, le genre qui vient de savoir que tu es en sécurité, savoir que tu es aimé, savoir que quelles que soient les tempêtes à venir, vous les affronterez ensemble. Si Nadine envoyait des lettres, ce qu'elle faisait occasionnellement par son avocat, suppliant pour une autre chance. Lévi les classait sans les lire. Si Vera essayait de contacter Nancy de prison, ce qu'elle fit une fois avant d'être informée que tel contact était interdit. La tentative fut documentée et rejetée. Elles étaient irrelevantes maintenant, pas des ennemis, pas des menaces, juste des ombres distantes qui ne pouvaient plus les atteindre. Un soir au début de l'été, Nancy s'assit à côté de Lévi en regardant un film. Pendant un moment calme, elle leva les yeux. « Papa, ouais, merci de m'avoir cru. » La gorge de Lévi se serra. « Tu n'as pas à me remercier pour ça ?» Mais certains enfants disent, et personne ne les croit. Le Dr Chun dit que ça arrive beaucoup. Je te croirai toujours, ma chérie, toujours. Nancy hocha la tête et revint au film. Se rapprochant de son côté, tête reposant contre une épaule, un geste si simple, mais qui signifiait tout, c'était la vengeance qui comptait. Pas détruire Nadine ou Vera, bien que ça ait été nécessaire. La vraie vengeance était ça, construire une vie si bonne, si sûre, si pleine de bonheur ordinaire que le passé devenait rien de plus qu'un mauvais souvenir.
S'estompant avec chaque jour passant, Nancy grandirait en sachant qu'elle était protégée, valorisée, aimée inconditionnellement. Elle apprendrait que dire la vérité n'était pas seulement sûr, mais célébré. Elle comprendrait que la famille n'était pas sur la biologie, mais sur qui se présentait, qui se battait pour toi, qui choisissait chaque jour de mettre tes besoins en premier. Peut-être qu'un jour, Nancy choisirait une relation avec sa mère. Ce serait sa décision, faite de force et de sécurité plutôt que d'obligation, ou peut-être pas, peut-être déciderait-elle que certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. De toute façon, Lévi soutiendrait son choix, parce que c'est à quoi ressemblait l'amour réel, donner à quelqu'un la liberté de décider ses propres limites. Relations, à venir, pour l'instant, ils avaient des pancakes et des films, et un chien qui pensait pouvoir nager, mais qui éclaboussait surtout. Ils avaient des sessions de thérapie et des réunions scolaires, et des disputes normales sur l'heure du coucher et les légumes. Ils avaient la maison du lac Bluefern qui était petite, mais remplie de rire et de sécurité et de guérison lente par un amour constant, inconditionnel. Lévi Calder s'était mis en tête de détruire ceux qui avaient blessé sa fille, réussissant par des moyens légaux, systématiques, qui les laissaient impuissants à jamais la blesser à nouveau. Mais dans le processus, il découvrit quelque chose de plus important. La plus grande vengeance contre la cruauté n'est pas de la matcher avec une cruauté égale, mais de construire quelque chose de si bon que la cruauté devient irrelevante. Nancy était en sécurité. Nancy s'épanouissait. Nancy était aimée. Tout le reste n'était que bruit. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait. I see ballets all the time at my future college. Because, I don't know, it's cool. I don't get ballet very much, though. I don't get dance very much in general. Like, a lot of the time I'm just confused. Because I always try to find a story in it, and a lot of the time there's not one. And so I'm just there like, that's a cool trick that they did. You know what I mean? But that's me. I don't have an eye for it. I don't have an eye for that. It's like when I go to an art museum with my mom. That's how she feels. And my dad and my sister and me are like, wow, this is so interesting. Yeah. My dream car? I don't know. I just want one that works. I like how I like old trucks, and I like ow. That really hurt. Ah, that fucking hurt. I pushed on my keyboard with the tip of this mess on my finger. Okay, I'm gonna throw up if I keep eating more pie. What was little me on? I could eat 2 full pies, but this is where I'm stopping? Hell no. I guess it's only been like, what, 20 minutes? I guess I had more time in a full day. To meet a cougar. Like a hot old woman, or... It is dense, that's true. What was I saying? Or like the lion, not lion, but like the animal. Did I watch The Boys? Yes, I did. Yes, I have. Indeed. Indeed, I have. I just heard my boy. Puppy! I can't let him in or he'll beg for my food and I'll give it to him. Because I love him. How dare he be so cute. How many years older do you have to be to call yourself a cougar?
I don't know what it would actually be, but anytime my friend is like, oh yeah, my boyfriend's a few months younger than me, I'm like, oh, okay, cougar. Or like, oh, I'm a senior, but my girlfriend's a junior. Okay, cougar. Cougar alert. I didn't understand. Did you guys hear that? I assume you guys didn't hear that. I haven't used my Google ever. I don't know why she finally decided. I don't have an Alexa anymore because Alexas, they have a policy where they can listen to you at any time and you can't opt out of it. But I don't know about Google's, but I haven't used my Google ever. Because my dad replaced all the Alexas with Google's, but I haven't used it because I still think it's weird. And I don't know why it just went off. Hey Google, tell me a fart joke. Sorry, I didn't understand. That was a simple order. Hey Google,